On essaye de faire la miniature et de ne pas mourir. Ouh là, ouh là là, ouh là là. Ok. Bonsoir, bonsoir. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de bilan lecture. Je m'en suis rendu compte juste maintenant en prenant les livres à vous présenter. Je me suis dit, oh purée, parce que j'ai regardé où je m'étais arrêtée dans mon dernier bilan lecture. J'ai beaucoup trop de livres à vous présenter, donc j'avais fini avec Twin Crowns. Et donc c'est parti mon kiki pour le bilan lecture de tout ce que j'ai lu depuis que j'ai lu Twin Crowns, depuis le dernier bilan lecture. Tout d'abord un petit DNF parce que c'est comme ça, c'est la marque de la maison. Donc c'est Fear the Flames de Olivia Rose Darling. J'avais vu ce bouquin sur une chaîne d'une anglaise donc qui s'appelle Jodie, Vanilla Moon, et qui avait adoré, c'était son livre préféré de 2022, elle comparait à Akomaf et etc. Et à Sarijima c'est tout, et donc forcément quand j'entends ça, dans mon cerveau ça fait clic clic, et je teste et je lis. Et j'ai pas aimé, j'ai abandonné à 13%. C'était une histoire, en fait ça avait l'air bien parce qu'il y avait des dragons. C'était un Enemies to Lovers, c'était une jeune femme qui était une princesse et qui en fait avait le pouvoir de, comment dire, qui avait des dragons, qui en avait 6 je crois, ou 12, non 12 c'est trop. Elle en avait 6 je crois, un truc comme ça, qu'elle pouvait contrôler. Et en fait son père qui est le roi n'a pas trop apprécié qu'elle ait beaucoup de pouvoir comme ça et qu'elle puisse contrôler les dragons. Et donc l'a maltraitée quand elle était petite et etc. Elle s'est fait sauver par son oncle. Son oncle l'a emmenée dans la forêt, elle l'a kidnappée, elle l'a enlevée du château pour que son père arrête de la maltraiter. Et donc elle a vécu le reste de sa vie dans la forêt, dans un petit village créé de toutes pièces quand elle est arrivée. Là elle va repartir pour le palais pour essayer d'aller récupérer ses dragons parce que va y avoir la guerre etc. et elle veut pas que son père gagne la guerre. Il y a un monsieur qui est un commandant de l'armée du royaume ennemi, donc qui veut gagner aussi et qui veut pas que son père gagne aussi, qui va faire équipe avec elle du coup pour tuer son père. Et Enemies to Lovers, tout ça, ça avait l'air bien, mais c'était pas bien écrit. J'ai pas du tout accroché à l'écriture. J'ai pas accroché au début de la romance où ils commençaient à se chamailler, à s'envoyer des pics et tout, et je trouvais ça un peu creux. J'étais un peu... J'ai pas accroché, voilà. Après, je sais pas, je me suis arrêtée à 13%. Non, je pense que je reprendrai. Je verrai si jamais un jour c'est traduit en français ou quelque chose comme ça, peut-être que je retenterai. Mais j'ai pas, voilà, j'ai pas accroché, donc du coup j'ai décidé de pas continuer. En plus il est énorme, donc non. Voilà. Ensuite j'ai lu The Storm Crow de Kaylin Josephson. Il est déjà parti, il est déjà parti sur Vinted parce que pareil j'ai mis 0 étoile parce que j'ai DNF à 63%. Trop deg parce que j'étais censée adorer cette romantasy. C'est une romantasy qui parle de dépression, donc il y a de la représentation pour dépression avec notre personnage principal. Et c'était hyper intéressant, le monde de fantasy était hyper intéressant avec les corbeaux, où c'était des corbeaux géants. Et les gens montaient sur les corbeaux mais comme des chevaux en fait. Genre ils montaient sur les corbeaux et tout était à partir de ça, la magie était à partir de ça, où notre jeune fille au début du livre elle est sur son corbeau, puis il y a plusieurs types de corbeaux, il y a des corbeaux de tempête, des corbeaux de terre, des corbeaux d'eau, des corbeaux de feu, enfin voilà, trucs comme ça. Son pays était tout puissant et tout, ils avaient leurs corbeaux, tout allait bien, elle c'est une princesse, et il y a un jour, il y a une attaque, il y a une guerre et tous les corbeaux meurent, mais vraiment tous les corbeaux, et même eux se font, voilà, se font attaquer etc. Sa mère meurt aussi, donc du coup c'est sa sœur qui devient la reine. Et elle, sa dépression est due du coup à la mort de sa mère et du coup au choc de la guerre qu'il y a eu et la mort des corbeaux etc. Et du coup sa dépression était beaucoup centrée sur ça, sur cet élément de... Il y a un élément traumatisant, il y a un élément qui l'a rendue comme ça. Et au fur et à mesure qu'elle pas se remet mais qu'elle apprend à vivre avec tout ce qui s'est passé, ça va mieux. Et donc c'était ça mon... Mon souci c'était que elle était de moins en moins dépressive. Et oui, alors ça arrive pour des gens qui font des dépressions passagères, sauf que moi c'est pas mon cas. Enfin, ça vient pas de ça, donc du coup je me sentais pas représentée. Et puis aussi la romance, la romantasy, en fait il y a deux romances qui se passent. Il y a un triangle amoureux
Et le triangle amoureux est très bizarrement mené. Notre jeune fille est censée épouser le prince du royaume ennemi, comme d'habitude. Et il est très méchant, et gna. Et en fait, ils commencent à parler les deux. Et en fait, le prince du royaume ennemi, il était fade. Mais fadasse. Voilà, je m'étais pas du tout attachée aux personnages et à leur romance et tout. Et là, notre jeune fille, il y a un triangle amoureux, elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Et j'étais à fond dans cette romance. Dans l'autre romance. J'étais là, ah, ils sont trop mimes, c'est tout. Et après, je me rendais compte que ça partait vers le truc qu'elle allait revenir vers le prince, royaume ennemi, tout ça. Et j'étais en mode, ben non. Bref, voilà, ça n'a pas marché avec moi niveau romance, niveau représentation. Et aussi, le truc des corbeaux, j'ai trouvé ça trop bien, trop intriguant, trop fantastique. Mais le fait que les corbeaux sont tous morts au début... du coup on n'en apprend pas trop sur eux, enfin ils sont plus là, donc du coup il n'y a plus de monde de fantasy avec ça. Je pense qu'après ils reviennent parce qu'il y a... Voilà, il y a tout un truc. Mais en attendant, dans le tome 1, bah, on n'en parlait plus trop et j'étais deg parce que je les aimais bien. Voilà, mais donc j'ai abandonné à 63%. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Nina de Starry Bride. Non, en français, c'est Nina du Royaume aux Étoiles de Rikashi. C'est chez Michel Lafon Manga. Ils ont une nouvelle collection de manga. J'ai adoré, comme d'habitude. C'est une de mes sagas préférées de manga. C'est de la romantasy en manga et donc du coup, j'adore. La fille s'appelle Nina, donc représente. Et en fait, c'est cette jeune fille du coup qui s'appelle Nina qui vit dans la rue au départ et qui est orpheline et qui va se retrouver princesse parce que en fait la vraie princesse a eu un accident de carrosse etc. et plus là. Et en fait le royaume ils veulent pas annoncer qu'il n'y a plus de princesse et tout parce que ce serait pas bon pour eux et donc du coup ils cherchent un sosie et ils ont trouvé un sosie dans la rue qui est Nina qui va devenir la nouvelle princesse et elle est censée voilà prendre la place de l'ancienne et faire sosie et tout. Elle va rencontrer le prince qui est du coup le demi-frère de la vraie princesse mais comme c'est pas la vraie princesse ils ont aucun lien de parenté. Mais bref, petite romance avec le prince, triangle amoureux avec un autre prince aussi et c'est de la romantasy, on a des histoires... Niveau magie on n'est pas... Qu'est-ce qu'il y a comme truc de magie fantasy? C'est surtout que c'est dans un monde de fantasy médiévale. Là dans le tome 1 et le tome 2 pour l'instant il n'y a rien de très magique, c'est surtout des princes et des princesses, des complots politiques etc. Et dans ce tome 2 on se concentre beaucoup sur la romance entre ces deux là et c'était trop bien, je les aime trop. Sauf qu'à la fin un petit cliffhanger et on voit que le triangle amoureux va commencer donc j'ai hâte de lire le tome 3 et de voir ce qui se passe avec le triangle amoureux. Mais en tout cas j'ai adoré, 5 étoiles, trop bien. Un qui est parti aussi, c'est De Lune et de Sang de Erin Beatty. J'adorais cette couverture, j'étais trop heureuse de l'avoir reçue de la part de Lumen et en fait je m'en suis séparée à contre-cœur parce que j'ai mis que 2 étoiles à ce livre. Ça n'a pas été pour moi et je sais qu'il y avait des copains-copines qui le voulaient et à qui ça aurait pu plaire et donc du coup je l'ai fait passer. Pour moi ça n'a pas marché, je suis trop déçue parce que moi je suis plus romantasy, voilà, je suis plus romance, fantasy, etc. Ça, ce livre c'est plus mystère, ambiance Jack l'Éventreur. En fait c'est un retelling de Jack l'Éventreur où on a notre jeune fille qui est pareil orpheline je crois, qui a été adoptée par... enfin en fait qui a été engagée par l'architecte de la ville parce que l'architecte il est en train de construire de faire construire un sanctum, donc une cathédrale. Et en fait notre jeune fille Catherine, elle sait bien grimper partout, grimper aux arbres et tout, elle a un très bon équilibre et tout. Et donc l'architecte l'a repérée et du coup il l'a employée et en fait son boulot à elle c'est de vérifier les échafaudages sur la cathédrale et tout. Alors on parle beaucoup d'architecture et l'autrice s'est renseignée dessus et tout, c'est très bien fait. Mais du coup est-ce que ça m'intéressait? Non. Du coup on parlait beaucoup d'architecture, j'étais un peu... Ok. Et puis on avait un monde de fantasy qui était pas assez bien expliqué. Un système de magie avec une opposition entre le soleil et la lune, donc j'aime trop ça. Il y a ceux qui vénèrent le soleil et ceux qui vénèrent la lune. Il me semble que c'était ça, hein, oui. Et ceux qui vénèrent la lune, ils sont mal vus dans la ville et tout. Ils sont tous reclus ailleurs dans une autre partie de la ville et tout le monde a peur d'eux et ils vivent la nuit. Et soi-disant que c'est des méchants, machin truc, mais en fait on va découvrir d'autres trucs. Et ceux qui adorent le soleil, c'est ceux qui sont c'est ceux qui sont gentils apparemment dans la ville, etc. Et notre jeune fille, du coup Catherine, un soir, elle va découvrir 2 choses en même temps. Elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs rapport avec la lune.
en allant travailler la nuit. En fait, elle va découvrir que la lune lui provoque certains pouvoirs et ensuite elle va être témoin d'un meurtre. Et c'est là que commence le truc de Jack l'Éventreur où c'est un type qui est en train de tuer plusieurs jeunes femmes. On va avoir une petite romance entre Catherine qui va du coup être mêlée à l'enquête parce que elle a découvert le premier corps. Et notre monsieur qui enquête, qui est le fils du prévôt... Non. Le cousin... Non. Le neveu du prévôt... Je sais pas quoi. Je sais même pas comment il s'appelle. Simon. Simon. Voilà, et petite romance avec Catherine, sauf que le truc que je ne comprends toujours pas, c'est que c'est des adolescents qui mènent l'enquête. J'ai pas compris. Genre vraiment, lui, il se peut que lui il ait 20 ans et elle a 17 ans. Donc Catherine, notre monsieur qui a 18 ans là, et puis la cousine du monsieur qui a 18 ans aussi et qui est pas beaucoup plus vieille, qui a 20 ans, elle du coup, je crois. Et c'est eux qui mènent l'enquête. C'est à eux qu'est confiée l'enquête et j'étais en mode... Pourquoi? Bref, donc c'est du young adulte, on sait pas pourquoi, c'est un peu bizarre je trouve. Et puis la romance était incroyable. Les 2 étoiles, franchement les 2 étoiles vont pour la couverture et la romance parce que la romance... Mais il y avait littéralement que 2 phrases de romance. Mais au moment où ça se passait c'était incroyable avec les pouvoirs de la lune, de la jeune femme et tout, c'était... Ah là là, ils étaient trop mimes. Mais la plupart du livre est concentré sur l'enquête, les meurtres, qui est le tueur en série. À la fin on se rend compte de qui c'est et c'est tellement ridicule, je vous jure. La fin c'est vraiment ah en fait c'est lui, non en fait c'est lui, non en fait c'est elle, non en fait c'est lui, et après ça s'arrête. Je suis là, du coup c'est qui? Parce qu'en fait on en a accusé plein et au final c'est le dernier qu'on a dit là et j'étais en mode... Déjà c'était pas celui auquel je pensais déjà, et puis en plus on s'est passé tellement de l'un à l'autre que je savais plus qui... Bref, c'était confusant. Donc voilà, 2 étoiles, mais cette couverture fantastique. Et si vous aimez les mystères et les trucs ambiance Jack l'Éventreur et tout, c'est très bien. Pour vous, pas pour moi. A Forgery of Roses, je l'ai normalement le livre, je l'ai gardé, hein, je l'ai encore, parce qu'il est très très beau. Mais là je suis en pleine réorganisation de bibliothèque et en fait mes livres ils sont étalés partout et je sais pas où ils sont. Voilà. Donc je l'ai pas là sur moi, mais je l'ai encore, rassurez-vous. Donc j'ai lu Forgery of Roses, j'ai mis du temps à le lire, je l'avais commencé il y a 107 ans. Enfin je l'avais commencé quelques mois auparavant et j'ai mis des mois à le lire en fait, et du coup c'est pour ça que j'ai eu un peu du mal avec ce livre là. Et en fait c'est très similaire au livre dont je viens de vous parler parce que c'est la même chose. En fait j'ai mis 3 étoiles et pourquoi j'ai pas mis 4 étoiles ou 5 étoiles? Parce que ça parlait trop du mystère, c'est la même chose que le livre précédent où on a notre jeune fille Mira du coup qui a un pouvoir magique. En fait là le monde de fantasy c'est de la romantasy, le monde de fantasy c'est juste que notre jeune femme elle a un pouvoir rapport avec la peinture, elle est peintre. Elle peut changer les gens qu'elle peint, c'est-à-dire elle va peindre un portrait de quelqu'un et si c'est quelqu'un qui a une jambe cassée, elle lui peint avec la jambe pas cassée et la personne guérit. Incroyable. Il n'y a que ça littéralement, niveau magie, fantasy et tout, il n'y a que les pouvoirs de Mira du coup. Et sinon on est dans une ambiance victorienne classique, victorienne. Et il y a une histoire de meurtre qui est un peu ridicule en plus. Chaque fois ça me fait rire, c'est affreux, mais c'est en fait le fils du gouverneur. Alors le gouverneur il est méchant, il chasse tous les gens qui ont de la magie comme Mira et tout, et c'est lui qui est méchant, etc. Donc Mira elle en a peur. Et il y a le fils du gouverneur qui va tomber du balcon. Je vous jure que c'est ça, il va tomber du balcon. Et donc la femme du gouverneur va venir voir Mira pour que elle peigne le monsieur qui est tombé du balcon, le jeune homme qui est mort, qu'elle le repeigne à la vie en fait, qu'elle le guérisse. Et elle est là, mais what the fuck. Déjà elle est là, je pense pas que je peux faire ça. Et ensuite elle a très peur du gouverneur. Et en fait la femme du gouverneur lui dit bah c'est soit ça, soit je te dénonce à mon mari. Et donc du coup elle a ok. Elle va donc aller au manoir du gouverneur pour essayer de ramener l'autre à la vie. Et elle va rencontrer aussi le frère du monsieur qui est tombé du balcon. Frère qui est très mignon, qui a de l'anxiété sociale, et c'est avec lui qu'il y a la romance et tout. J'ai bien aimé qu'il y ait la représentation pour anxiété sociale, même si c'était pas hyper bien géré. Parce que de temps en temps on lui reprochait son anxiété sociale. En fait même elle lui disait ah mais pourquoi tu m'as pas défendu, pourquoi t'as pas parlé à ce moment là. Il était là mais
je ne peux pas en fait. Et après à la fin du livre elle dit ah oui c'est vrai, je me rappelle, t'as de l'anxiété et donc désolée. Oui mais bon, bref, voilà. Et ça tournait trop autour de l'enquête, de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le monsieur qui est tombé du balcon, mais en fait il n'est pas tombé du balcon. Et Mira elle avait besoin de savoir de quoi il était mort pour essayer de le ressusciter, et donc bref voilà, tout ça parlait trop de l'enquête. Et en fait du coup je pense à un autre truc aussi avec De Lune et de Sang. Il y avait, en fait c'était très similaire niveau trop enquête etc. J'ai préféré Forgery of Roses, du coup je trouvais qu'il y avait plus de romance, pas plus de fantaisie par contre, mais plus de romance, et c'était plus un roman d'ambiance etc. Et j'ai un peu plus aimé, mais c'était très similaire. Et dans De Lune et de Sang d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais il y a de la représentation, mais c'est de la mauvaise, selon moi de la mauvaise représentation, mais on parle de personnes qui sont schizophrènes. Et pour moi c'est pas bien fait du tout. Vraiment les personnages qui sont schizophrènes dans ce livre là, ils ont des destins qui sont très tragiques et ils sont très horribles et tout. Et donc bref, j'ai été un peu gênée par la représentation dans ce bouquin, mais en même temps bon, c'est pas, je suis pas représentée, c'est pas ma maladie mentale, donc je veux pas trop dire si c'est bien fait ou pas, mais ça m'a gênée quand même. Voilà. Donc il y a eu ça. Et dans Forgery of Roses il y a un petit peu de représentation aussi avec la sœur de Mira, pour une jeune fille qui a des problèmes, qui a une maladie des intestins en fait, et qui au final, je croyais qu'à la fin de l'histoire elle allait guérir etc, c'était ça le but de la guérir et tout, mais en fait non, c'est quelque chose qui ne se guérit pas, elle va devoir vivre avec pendant toute sa vie en fait. Et on voit qu'elle va pouvoir s'adapter et tout, et j'aimais bien le fait qu'il y ait de la représentation pour une maladie chronique comme ça, où il n'y a pas forcément de remède. Donc voilà, il y avait ça aussi. Et là, la représentation était assez bien faite, je trouve. My policeman. Not my policeman. It's not my policeman, it's my pretty policeman. Mais sinon, il y a My Policeman, le film sur Prime Video avec Harry Styles. Si vous aimez pleurer, ce qui n'est pas mon cas. J'aime que Harry Styles, mais j'avais pas prévu de pleurer et du coup j'ai pleuré et j'étais énervée. Ouais, mais le film est très bien. Bref, ça c'est My Pretty Policeman, c'est pas pareil. De Niyama, c'est un manga et j'ai bien aimé. J'ai mis 4 ou 5 étoiles, j'ai mis combien? J'ai mis 5 étoiles. C'était très mimes, j'ai vraiment bien aimé. C'est l'histoire de deux, j'allais dire jeunes hommes, mais en fait non. Là on a notre monsieur qui a 40 ans et qui a été lui-même policier dans sa jeunesse et qui maintenant n'est plus policier et est chargé de s'occuper d'un magasin, parce qu'en fait ses parents sont propriétaires du magasin et c'est lui qui s'occupe du magasin maintenant etc. Et en fait on a notre autre monsieur qui lui est un peu plus jeune, qui a 10 ans de moins je crois que lui, et qui s'est engagé dans la police parce qu'en fait ils se sont rencontrés quand lui était policier. Et le monsieur qui est plus jeune a tout de suite eu un crush sur le monsieur qui était policier et tout. C'est pour ça qu'il est rentré dans la police, parce qu'il voulait faire comme son crush et tout. Et en fait il se retrouve quand lui est propriétaire d'un petit magasin. Il a 40 ans, il est déprimé, il est en mode purée, je trouverai jamais quelqu'un pour se marier avec moi, j'en ai marre, je crois bien que je vais sortir avec un homme parce que vraiment j'en peux plus. Et lui du coup il pète un câble et il est en mode ça fait 10 ans que je suis amoureux de toi, donc ne dis pas des choses comme ça, ou alors si tu dis des choses comme ça, sors avec moi. Et en fait c'est ça qui va se passer, et ils sont très mimes et très rigolos aussi, c'était très drôle et très réaliste. Il y avait, on parlait bien sûr de sexualité et même c'était très safe sex, non, sex friendly, où vraiment ils en parlaient avec de l'humour et tout, mais les deux n'avaient pas eu de relation avec un homme avant et tout, et donc au moment de passer les étapes de la relation, ils cherchent sur Google, ils en parlent vraiment n'importe comment, ils en font des blagues et tout, et je trouvais ça hyper mimes. Hyper bien fait, c'est très rigolo. Donc voilà, une petite romance entre deux adultes comme ça qui était hyper sympa, je trouve. Ensuite j'ai lu Akotar, oui j'ai mis 5 étoiles, même si le tome 1 c'est pas le meilleur on sait, mais on adore cette saga, enfin perso moi oui. J'ai adoré, je l'ai annoté. Alors je suis en train de faire une lecture commune sur cette saga cette année, sur tous les Sarajimas d'ailleurs, parce que je compte continuer. Pour l'instant on fait une lecture commune sur la saga Akotar, mais je compte continuer interesting, avec tous les autres tomes, tous les autres livres de Sarajimas cette année si j'y arrive. Mais donc on fait une lecture commune en 2023 où tout simplement je vous dis on se lit un livre par mois.
Donc en janvier on s'est lu à Cotard, en février à Comaf, donc le tome 2. Et en mars, on est censé lire le tome 3, j'ai pas encore commencé. Je suis trop contente de faire cette lecture commune parce que je peux vous proposer les livres gratuitement parce qu'en fait je suis en partenariat avec Nextory. Et sur Nextory, il y a tous les livres de ACOTAR, il y a toute la saga ACOTAR, il y a même les Keleana, donc ce sera peut-être pour la suite, ce sera peut-être valable aussi. Mais en tout cas, il y a toute la saga ACOTAR sur Nextory et j'ai un petit lien sur lequel vous pouvez vous inscrire. Déjà, grâce à mon lien, si vous vous inscrivez via mon lien, vous avez 45 jours gratuits au début de votre abonnement, donc ça vous fait les livres gratuits. Et puis après, c'est 9 € par mois comme un abonnement de livres numériques normal où vous avez des e-books et des audiobooks, voilà, à votre disposition pendant tout le mois. Et il y a toute la saga ACOTAR. Et donc, trop contente de faire cette relecture. Mais donc, j'ai relu le tome 1, 5 étoiles. J'en ai fait tout un plat. J'en ai fait tout un vlog. J'ai des vlogs, voilà, spécial pour chaque tome. Je viens de sortir le vlog sur le tome 2, mais donc on a aussi le vlog sur le tome 1. Et j'ai redécouvert des trucs que je ne savais plus. Je me suis bien énervée sur Tamlin parce que quand vous avez lu le reste de la saga... Voilà. Et c'est rigolo parce que les gens qui ont commencé la saga avec nous sur ce livre étaient en mode moi j'ai trop aimé, en plus Tamlin je l'aime trop et tout. Et tous les gens qui étaient en relecture étaient là voilà, et ça a après changé dans le tome 2. Ou bien non, il y a eu des gens aussi qui ont adoré ce tome 1, qui n'ont pas aimé le tome 2. C'est hyper intéressant de voir les goûts de chacun en fait. Et j'ai adoré le relire, c'est trop bien. J'ai annoté comme Jaja, vraiment. J'ai écrit sur toutes les pages. Et quand j'ai mis des stickers, et bref, j'aime trop mes annotations, je suis trop fière. Oh, il y a de l'orage. Je vous préviens, s'il y a de l'orage, je pars parce que... Enfin, je meurs. Parce que j'ai peur de l'orage. Oui, j'ai peur des araignées, j'ai peur de l'orage, j'ai beaucoup de phobies. Mais j'ai très peur de l'orage, et donc filmer avec les lumières et tout, s'il y a de l'orage, parce qu'il y a une tempête là en ce moment. Bref, fais ta vidéo vite, comme ça s'il y a de l'orage, elle sera finie. Oh là là. Pardon. Ensuite j'ai lu Magnolia Park, c'est pareil, il me semble que je l'ai toujours, mais il va partir lui, mais... Enfin, en fait je sais même pas ce que je vais en faire parce que je l'ai annoté, ça me... J'ai écrit dessus, donc... J'en attendais beaucoup parce que c'est le favori de toutes mes youtubeuses américaines préférées. Elles ont toutes adoré, c'est toutes des youtubeuses qui lisent des trucs du genre ACOTAR, du genre de la romance Tessie et tout, et qui là ont lu cette romance contemporaine et qui l'ont mis en romance, enfin en livre favori de l'année, et qui ont dit c'est encore mieux que les romans Tessie et tout. J'étais en mode donc voilà, je vais pour lire, j'ai cru que j'allais trop aimer, et en fait j'ai mis 1 étoile. Voilà. Parce que non, c'est une romance contemporaine. Bon, déjà moi j'ai du mal avec les romances contemporaines. En plus, je savais en plus que ça allait pas me plaire, mais je vous dis ce qui m'a convaincue, c'est les gens qui lisaient de la romantessie et qui disaient c'est encore mieux que la romantessie. Je me suis dit attends, je vais peut-être tester. Mais je savais déjà que ça allait pas me plaire parce que c'est vraiment une romance à la Gossip Girl en fait. On suit une jeune femme qui fait partie de l'élite de Londres, donc qui est très riche. Et son père et sa mère sont très riches, et donc elle est très riche, et donc elle est un peu connue, et donc elle est dans tous les trucs des paparazzis et tout. Et elle sort avec un jeune homme qui est lui aussi riche. Voilà, ils se connaissent depuis l'enfance, etc. Et c'est toute cette histoire entre eux. Ils sont séparés parce que lui, le monsieur qui s'appelle BJ, il a trompé notre jeune femme qui s'appelle Magnolia. Et donc voilà, et donc ils sont plus ensemble. Et en fait tout le livre c'est de drama comme ça, où ils sont plus ensemble mais ils se tournent toujours autour. Et ils vont essayer de sortir avec d'autres gens, mais ça va être des histoires, des dramas. Il y a tout un plan aussi de l'histoire où Magnolia, elle sait pas trop ce qui s'est passé la nuit où BJ l'a trompée. Donc moi je croyais qu'il y avait un truc là-dedans, vous voyez, je me disais ah il doit y avoir une explication. N'attendez pas l'explication, hein. N'attendez pas l'explication. Bref, les personnages étaient détestables, c'était fait exprès, c'était censé être des personnages qui sont, voilà, comme dans Gossip Girl, qui sont trop riches et tout, et donc du coup, ils regardent tout le monde de haut, et voilà. Ils étaient censés être insupportables, mais du coup, bah, ils étaient insupportables, et en plus, bah, la romance, j'ai pas aimé, c'était hyper toxique. C'était fait exprès aussi que ce soit hyper toxique, où lui, il l'a trompé, mais après, il fait que de revenir, puis elle fait que de revenir vers lui, puis après, ils se rendent jaloux l'un et l'autre et tout. Et les gens ont bien aimé cette espèce de tension et de drama et tout, et de qui a fait quoi, et les histoires entre les copains, les copines et tout qui étaient autour.
Et moi c'est tout ce que je déteste en fait. C'était vraiment, on aurait dit un drama Twitter ou un drama Instagram là comme ça, où il y avait eu un drama entre un couple de célébrités et tu veux savoir ce qui s'est passé. J'avoue que des fois je suis curieuse, je suis en mode bon il s'est passé quoi, une fois que je sais à peu près ce qui s'est passé je suis là bon c'est bon. Mais par exemple il y a un truc qui tourne en ce moment, j'avais même pas capté mais c'est sur TikTok, ça retourne le truc de Selena, donc Selena Gomez, Justin Bieber et Hailey Bieber. Et les gens ressortent ça alors que Selena Gomez et Justin Bieber ils sont sortis ensemble il y a 40 ans là. C'était il y a tellement longtemps. J'en peux plus, mais ils ressortent ça comme quoi Justin Bieber il devrait retourner avec Selena et tout alors que rien à voir. Bref, et les gens sont à fond dans cette histoire et moi je suis là. C'est des bails qui datent de quand j'étais toute gamine, quand il y avait Disney Channel et tout. Bref, et les gens sont à fond là-dedans dans TikTok et regardent les histoires et tout ce que les personnes postent. Et ben Magnolia Parks, c'est ça. Truly, c'est ça. Et comme j'ai été confuse de voir le truc Selena Gomez, Justin Bieber et tout sur TikTok, je me disais ça m'intéresse pas beaucoup. Et ben Magnolia Park c'est pareil. Voilà. Ensuite j'ai oui. Ah oui, 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 oui. Ça va pas bien. J'ai lu Power Plays and Straight A's de Eden Finlay et Saxton James qui est un petit MM. J'ai mis 4 étoiles. Une petite romance MM contemporaine qui était très sympa mais pas assez bien faite. J'aime bien des fois lire des petites romances contemporaines. Les romances contemporaines en fait c'est souvent les romances contemporaines queer. Vous allez voir pour une prochaine aussi, mais voilà, les romances contemporaines queer, ça va. Romance MM contemporaine, entre un monsieur qui est joueur de hockey, j'aimais trop le truc de joueur de hockey, faut trop que je lise des romances comme ça. Bref, joueur de hockey et qui a un frère jumeau. Donc notre joueur de hockey, je sais plus leur nom mais donc, un frère jumeau. Le frère jumeau a un meilleur ami qui s'appelle Zach, je me rappelle du meilleur ami, qui s'appelle Zach. L'autre s'appelle Foster, ok. Donc le frère jumeau de Foster, qui est Seth, a un meilleur ami qui s'appelle Zach. Le meilleur ami Zach a de l'anxiété sociale et pas très doué socialement et va venir dans l'université du jumeau, donc de Foster, de celui qui fait du hockey. Et en fait, du coup, le frère jumeau Seth, il dit à son frère, il dit faut que tu t'occupes de mon meilleur ami, faut que tu le sortes un peu et tout parce qu'il a de l'anxiété sociale, il va avoir du mal à se faire des amis, etc. Et donc faut que tu t'occupes de lui. Bon déjà c'était tout un concept où il le force à sortir, il le force à faire des trucs, il le force à aller parler à des gens. Et petit à petit, Zach, il arrive à parler à des gens, il arrive à se faire des amis, il arrive à sortir. Mais parce qu'à la base on l'a forcé. Et I'm not okay with it. Bref, c'était pas... ça m'a pas plu. Bon, après, la romance entre les deux était mignonne parce que déjà, ils avaient un crush l'un sur l'autre depuis longtemps. Puis il y avait un peu trop de stéréotypes niveau communauté LGBT, etc. C'était vraiment notre hockeyeur, il est bi. Et il y avait tous les stéréotypes des bi qui étaient sur lui. En fait, c'était fait exprès. On disait que voilà, il sortait avec tout le monde, qu'en fait, il allait finir avec une femme, que nanani nanana. Donc ces stéréotypes étaient montrés pour être dénoncés. Mais par la suite, il correspondait trop aux stéréotypes du coup. Je sais pas comment vous dire. Et pareil pour le monsieur qui s'appelle Zach là et qui était gay. Il y avait tous les stéréotypes des gens gays. Et on essayait de prouver que en fait les stéréotypes c'est mal et tout. Sauf que les personnages rentraient tellement dans les stéréotypes que le message passait pas en fait. J'étais en mode mais... Ils sont très très stéréotypés du coup. Remarquez, ça aurait pu être bien, mais ils étaient traités de manière stéréotypée aussi par leurs amis et leur entourage et tout. Et on disait rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a un peu perturbée. Mais donc c'est pour ça que j'ai mis 4 étoiles et pas 5 étoiles. Mais... Pardon, c'est ma sinusite chronique. J'ai toujours le nez bouché. Si vous vous demandez pourquoi dans les vidéos vous m'entendez respirer par la bouche comme ça tout le temps, parce que j'ai le nez bouché tout le temps, parce que j'ai une sinusite chronique. Bref. Et donc 4 étoiles au lieu de 5 étoiles parce que voilà, il y avait des petits trucs qui m'ont dérangé mais c'était mimes en soi. J'ai relu Poilouille, j'ai relu Guild de Raven Kennedy parce que je suis allée à la soirée de Hugo Roman qui ont lancé ce livre du coup et qui ont organisé une soirée rapport avec ce livre à Paris et j'y suis allée, je suis sortie de ma grotte, je m'en suis toujours pas remise depuis mais voilà, à part ça, ça va. Je l'ai relu en français, j'ai bien aimé la traduction si jamais vous vous demandez par rapport à ce que j'ai lu en anglais. J'ai trouvé que c'était très très bien fait parce que c'est quand même un livre qui est vulgaire, on le sait. Enfin voilà, et même en anglais il est très vulgaire et donc du coup je me disais la traduction
comment ça va se passer. Et en fait il est aussi vulgaire en français mais ça aurait pu être pire, c'est ça que je veux dire. C'est une saga que j'ai lue en anglais et j'ai pas aimé ce tome 1 en anglais déjà. Enfin en fait c'est une saga très compliquée pour moi parce que j'ai adoré les prochains tomes. En fait c'est une saga pour l'instant qui a 5 tomes, le tome 5 va sortir, le tome 5 va sortir, qui a 5 tomes. Le tome 1, celui-ci est très introductif, il se passe pas grand chose, il n'y a pas de romance. C'est pas qu'il se passe pas grand chose mais il n'y a pas de romance en tout cas, et le monde de fantasy n'est pas encore développé dans ce tome 1. Le tome 2, il n'y a pas de romance non plus, le monde de fantasy se développe déjà un peu plus. Le tome 3, la romance arrive, le monde de fantasy est développé, etc. Et le tome 4 aussi, et c'est là que ça devient super cool, super intéressant pour moi en tout cas. Mais il y a ces tomes introductifs au début qui sont bien sûr un peu moins bien parce que il se passe moins de trucs et il y a moins de trucs qui m'intéressent, mais qui sont quand même importants pour avoir... En fait c'est un petit peu une romantasy slow burn, bon déjà au niveau de la romance, hein, romance hyper slow burn, mais aussi du monde de fantasy. Le monde de fantasy est décrit de façon slow burn, donc on apprend des choses petit à petit. Donc pour les gens qui sont un peu perdus quand il y a des mondes de fantasy qui sont expliqués trop rapidement et tout, c'est important ce genre de tome un peu introductif et tout pour que ça aille petit à petit. Mais déjà en anglais je m'étais dit purée, elle pouvait trop relier déjà le tome 1 et le tome 2 et en faire qu'un seul tome. Le tome 3 et 4 aussi, to be honest. Et elle aurait pu nous faire une trilogie, voilà. Mais elle parle beaucoup la dame. Donc voilà, et également dans le livre en français parce que c'est le même. Mais j'ai été contente de retrouver mes personnages préférés, notamment Oren, voilà, qui est cette jeune femme qu'on suit dans ce livre là. Donc Oren c'est une jeune femme qui est recouverte d'or. Bonsoir les avions, c'est la guerre. J'ai peur des avions aussi. Enfin, j'avais peur des avions quand j'étais petite, quand j'entendais ce bruit, parce qu'on est au-dessus d'un truc aérien, bref. Quand j'entendais ce bruit, je me mettais sous la table et je savais pas que c'était un réflexe très... Vous voyez le réflexe quand il y a les tremblements de terre et tout? Bah moi je faisais ça déjà quand j'étais... Oui, donc Oren qui est une jeune femme qui est recouverte d'or parce qu'en fait le roi Midas, donc le roi Midas c'est un retelling du roi Midas, c'est cette légende où c'est ce monsieur qui peut transformer tout ce qui touche en or. Donc il a transformé Oren en or, elle est toute dorée et il a accédé au pouvoir Midas parce qu'il peut tout transformer en or, donc il est très riche. Et à la base c'était pas du tout un héritier, c'était pas du tout un roi et tout, mais il a accédé au pouvoir grâce à ça. Et maintenant c'est le roi et Oren c'est sa favorite et il a tout un harem, voilà. Et dans ce harem on a Oren qui est la favorite du harem. Bref, autant vous dire que le roi Midas on ne l'aime pas. Voilà, il y a pas de, c'est pas une histoire de romance entre le roi Midas et Oren, même si elle l'a enfermée dans une cage, elle n'a pas le droit de sortir, etc. Et elle croit que c'est pour son bien, pour la protéger et tout, et que nenni. Et bref, le roi Midas, la pire chose ever, et on va suivre dans cette saga du coup la saga d'Oren. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça la saga d'Oren en français. Je trouve que finalement au début je me disais bon c'est pas la même chose qu'en anglais, mais finalement c'est pas mal parce que c'est vraiment la saga d'Oren. C'est vraiment l'histoire d'Oren qui va s'affranchir de cette relation toxique et qui va sortir de ça et qui va déployer ses ailes comme un petit oiseau. En plus elle est comparée à un oiseau à un moment. Mais bref, voilà, c'est ça la saga. Mais ce tome 1 on est encore avec Midas là, insupportable, on a envie qu'il meure déjà dans le tome 1 et... Spoiler alert, il meurt pas dans le tome 1. donc c'est chiant. Mais on découvre Oren, on découvre ce monde de fantasy. On découvre tout à la fin qui va être notre love interest aussi, qui va être notre amoureux pour plus tard. Et c'est un livre très dur, c'est une romantasy très dark. On a une scène de viol décrite à la fin. Gros trigger warning pour ça. Je comprends... J'étais un peu dérangée qu'elle soit là. Déjà en anglais, je me disais purée, ça peut tellement être évité. En plus c'est une scène qui peut vraiment être évitée, ou qui pouvait ne pas être décrite. Et en fait je me suis rendu compte que, enfin en fait je me dis que peut-être que l'autrice a fait exprès en un sens pour montrer la réalité du truc, parce que c'est pas la seule scène qui arrive au final. Au final on a ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui sont des pouliches, donc qui sont qui font partie du harem du roi et qui servent sexuellement le roi, mais est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils sont consentants? Ben non, c'est plus leur travail en fait, ils sont plus obligés pour vivre en fait. Et donc du coup des scènes de viol il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui étaient suggérées
plus tôt. Et celle de la fin est vraiment décrite et assez violente. Et l'autrice l'a mis là, je pense, pour effet de choc, parce qu'après ça provoque quelque chose aussi dans le plot et tout. Ça traumatise aussi Oren il va y avoir des conséquences et tout. Mais voilà, c'est décrit, c'est présent, gros trigger warning, ça m'a mis mal à l'aise, j'ai pas aimé du tout, que ce soit en anglais ou en français. Voilà, c'est très dur à lire, c'est très... Voilà, mais c'est un univers très dark et très dur, et il faut savoir que c'est une romantasy très très dark. Voilà, et donc ce tome 1, c'est pas mignon du tout, il n'y a pas de la romance, il y a pas de... c'est juste du dark et juste des jeunes femmes qui se font maltraiter, c'est très misogyne et tout, c'est affreux. Mais la saga va pour que ensuite ces jeunes femmes s'affranchissent de tout ça et deviennent de plus en plus badass et tuent tout le monde, et c'est ça que j'aime bien personnellement. Mais dans ce tome 1 pas encore, vous voyez ce que je veux dire, donc voilà, il faut savoir ça, mais ce n'est que le début. Ensuite j'ai lu aussi ce livre là que j'ai toujours mais qui est quelque part dans le mess, quelque part je sais pas où, A Curse so Dark and Lonely, donc Un sort si noir et éternel. Oui. J'en ai marre, j'ai des problèmes d'estomac, genre vraiment j'ai même pas mangé. En plus je coupe même pas dans mes vidéos, c'est ça qui est chiant. C'est que je pourrais couper, parce que je coupe des trucs, mais je trouve que c'est rigolo. Du coup je coupe pas, parce que je trouve ça drôle, parce que j'ai un humour pipi caca. Anyway, Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer, que j'ai lu en anglais, vous vous en fichez, mais je l'ai lu en anglais, et dont j'ai fait un vlog spécial d'ailleurs si ça vous intéresse sur mon Patreon. Donc Patreon c'est une plateforme qui permet de me soutenir parce que faire des vidéos et être youtubeuse c'est mon métier. Et donc j'ai mis en place Patreon pour que, en fait c'est un système d'abonnement et de mécénat pour que les gens me soutiennent et me payent mon salaire en fait sur Patreon, parce que YouTube ne me donne pas assez pour en vivre en fait. Et donc j'ai lancé le Patreon où il y a des gens qui, s'ils veulent et s'ils peuvent, me soutiennent. Et donc sur Patreon j'ai fait un vlog express sur ma lecture de A Curse so Dark and Lonely, et j'en parle en long, en large, en travers, mais j'en parle aussi en vlog et je vais vous en parler ici. J'ai adoré, j'ai mis 5 étoiles, j'ai adoré, c'est un coup de cœur romantasy, j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai lu au bon moment parce que j'osais pas le lire quand c'était la hype, parce que tout le monde comparait à ACOTAR comme d'habitude. Et tout le monde disait mais c'est pas du tout pareil que ACOTAR, c'est trop young adulte, machin, bidule. Ça faisait des bails comme Le Prince Cruel, et Le Prince Cruel j'ai pas aimé du tout. Mais c'est pareil, c'était comparé à ACOTAR parce que c'était de la romantasy et personne disait encore romantasy. Maintenant grâce à moi... Donc du coup tout le monde comparait à ACOTAR alors que ça n'a rien à voir. Bon, il y a le truc du retelling de La Belle et la Bête qu'il y a aussi dans ACOTAR, mais là le retelling de La Belle et la Bête est plus proche et plus respecté entre guillemets, où on a plus l'histoire de vraiment le prince qui devient une bête, qui est maudit, qui va avoir besoin qu'une jeune fille tombe amoureuse de lui pour vaincre la malédiction. Et en fait ils sont dans un monde de fantasy, donc notre prince là, c'est un prince du monde de fantasy. Et en fait il a un chevalier, donc un garde, donc son premier chevalier, son garde du corps, qui s'appelle Grey. Et il n'y a plus que eux deux dans le château, il n'y a plus que le prince et Grey, parce que le prince s'est transformé en bête et a tué tout le monde, sauf Grey. Et donc ils sont plus que les deux dans le château, incroyable, c'est assez glauque. Et Grey, il a le pouvoir de passer entre différents mondes et surtout d'aller dans notre monde à nous. Et donc il peut aller dans notre monde, et donc il va dans notre monde à Washington DC aux États-Unis. Et il essaye de kidnapper des filles de notre monde pour les ramener après dans le monde de fantasy pour qu'elles tombent amoureuses du prince pour briser la malédiction. Parce qu'ils ont essayé avec des filles de leur monde de fantasy, ça ne marchait pas, donc lui il est allé dans un autre monde, etc. Et c'est là qu'intervient notre jeune femme qui s'appelle Harper, qui va voir ce monsieur, du coup Grey, qui est en train de kidnapper une jeune fille, et qui va dire mais ça va pas non, et donc il va aller défendre la jeune fille, et en fait du coup c'est elle qui va se faire kidnapper à la place et qui va se retrouver dans le monde de fantasy, et après qui va devoir briser la malédiction, etc., etc. On a ce fameux triangle amoureux entre Grey, le prince et Harper. Du coup j'ai eu peur que de shipper le mauvais truc et que ça se passe mal et tout, mais en fait je trouve que c'est bien fait parce que j'ai pas shippé le mauvais truc.
Je suis contente, je sais ce qui va se passer dans le tome 2 et je suis contente de ce qui va se passer. Je suis contente des résultats du triangle amoureux, donc ça me va. et je trouve que la romance était très très bien faite, l'ambiance était super aussi, enfin bon super, c'était très glauque hein, je vous dis, où lui il a tué tout le monde en étant une bête etc. Mais il y avait ambiance un petit peu neige, hiver, parce qu'en fait dans le monde de fantasy c'était l'hiver, et donc j'aimais trop. Et la romance était très très bien faite, je trouve. Les relations entre les personnages étaient impeccables et la jeune femme était hyper cool, je l'ai trop aimée. C'est une jeune fille qui est atteinte de paralysie cérébrale. Donc en fait c'est qu'elle est née avec le cordon ombilical autour du cou et elle est restée trop longtemps sans oxygène. Donc ça a provoqué des lésions au cerveau qui font que quand elle a grandi, il y a certains muscles qui ne se sont pas bien développés chez elle, notamment de sa jambe gauche. Elle a sa jambe gauche qui ne marche pas bien. Et donc l'autrice a mis cette représentation dans une romantécie et on a notre jeune femme qui est hyper badass, qui monte à cheval, qui tue des dragons et des machins et des trucs et qui est trop cool et qui a aussi cette maladie là, et donc j'ai trouvé ça trop cool, trop bien fait. Et ouais, c'était trop bien et j'ai hâte de lire le tome 2. Ensuite, en parlant de 5 étoiles, j'ai trop aimé. J'ai lu The Witch Collector. C'est une romantasy en anglais, pas encore traduite, mais vous me connaissez, je harcèle déjà les maisons d'édition pour dire coucou, ça existe, vous pouvez traduire. Bref, j'ai adoré cette saga. Je voyais toutes les bookstagrammeuses que je suis en parler, et c'est des bookstagrammeuses qui aiment bien les mêmes romantasy que moi en anglais et tout, et elles aimaient bien celle-là, donc je me suis dit bon, en plus ça avait l'air d'être une romantasy polaire et c'est le cas, ils sont dans la neige, dans la glace et tout, donc du coup incroyable. Moi je vais pour lire ça et j'ai adoré. J'ai adoré ce tome 1, j'ai encore plus aimé le tome 2. Il y avait un petit défaut dans le tome 1, c'est que c'est pareil, un tome introductif où on ne développe pas beaucoup le monde de fantasy. Et en fait dans le tome 2 ça part en cacahuète si je puis dire, niveau monde de fantasy où on nous développe tout, on a l'impression que c'est une autre histoire carrément, parce que vraiment là on nous parlait pas vraiment de ce qui se passait dans le monde de fantasy, et donc voilà, je trouve que c'était un peu mal dosé, mais en même temps pas trop, parce que celui-là est très très concentré sur la romance et j'ai adoré le fait que ce soit concentré que sur la romance, donc en même temps, enfin, pas que sur la romance, hein, ne vous inquiétez, enfin, pour ceux qui pensent que c'est que ça. C'est un monde de fantasy adulte, dark aussi. Ça commence par des trucs assez durs où on a notre jeune femme qui est une sorcière qui vit dans un petit village, et en fait dans ce village tous les ans il y a le Witch Collector qui vient pour collecter, pour prendre une sorcière et pour l'emmener dans le royaume du Nord. Pour qu'elle aide le Fey King, donc le king du froid, là, le king de l'hiver fée, à protéger le pays et tout. Et donc bref, il prend des jeunes femmes et des jeunes hommes dans ce village tous les ans. Et notre jeune femme Reina, sa sœur est partie, a été sélectionnée par le Witch Collector il y a 8 ans. Et elle déteste vraiment le Witch Collector, elle déteste par conséquent du coup son roi là, le roi King. Le roi King, non. Le roi... le roi fée, king fée de l'hiver. Elle est très remontée contre la société dans laquelle elle vit et contre les gens qui sont au pouvoir. Et en fait son but à elle c'est de kidnapper le Witch Collector, parce qu'il va bientôt arriver là dans son village. Et elle a décidé cette année de le kidnapper. Parce qu'au final elle veut le tuer, mais d'abord elle s'est dit je vais le kidnapper pour qu'ensuite il m'emmène au roi fée. Ensuite je tue le roi fée. Après je tue le Witch Collector, je reprends ma soeur, on revient au village, tout va bien. Elle a ça en tête et en fait tout ne va pas se passer comme prévu. Je sais pas pourquoi j'ai l'accent du sud tout à coup. Le début est très très dark, très très dur. En fait la guerre commence au début et c'est l'une des rares romantasy où ça m'a fait ça et où j'étais chouk vraiment, parce que vraiment c'était une bataille finale au début. Je sais pas si vous voyez dans les romantasy, il y a toujours cette bataille finale avec les méchants qui tuent tout le monde, c'est affreux, c'est horrible et tout. Et là ça s'est passé au début du tome et j'étais déjà en train de pleurer au début, j'étais là oh là 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 là. C'est dire, parce que vraiment les personnages on les avait rencontrés que depuis 2 pages, je les aimais déjà et j'étais déjà en train de pleurer qu'il y en avait certains qui mouraient et tout, j'étais là mais non. Bref, ça commence très très
durement. Et après ça va tout chambouler, les plans de Reina qui va se retrouver du coup avec le Witch Collector, mais elle va avoir besoin de lui pour sauver son village et pour combattre les méchants en fait. Et donc une romance va commencer entre les deux, romance Enemies to Lovers, incroyable, incroyable. J'ai trop aimé ce truc qu'ils font tout un voyage dans ce tome 1, c'est tout le truc où ils voyagent, où ils sont dans la neige, dans la glace, où ils doivent survivre parce qu'ils ont froid, ils en peuvent plus et tout, et ils doivent s'entraider. Les paysages sont incroyables parce que la neige ma vie, et le Enemies to Lovers aussi est très goûtu comme on dit chez nous, la tension y est, où vraiment elle allait pour le tuer, hein, vraiment, et elle veut encore le tuer. Elle se dit bon, il va me servir à quelque chose donc il faut que j'attende, mais elle veut encore le tuer. Et il y a toute cette histoire bon, qui à chaque fois est un peu bizarre pour moi, qui a été déjà bizarre dans Akota et qui est bizarre dans ça, où le monsieur il a 300 ans. Il est très vieux, il a 300 ans, il nous raconte des trucs qui sont passés il y a 300 ans. Et notre jeune femme qui a une vingtaine d'années, je suis un peu... Ça fait comme dans Akota, à chaque fois j'ai du mal à comprendre le concept en fait, c'est dur pour moi, il est vraiment trop vieux. Et il nous raconte des trucs dans ce monde aussi, on parle de dieux, et les dieux font partie du monde de fantasy, c'est-à-dire qu'ils vont être là comme personnages, ils vont arriver et ils vont participer à la bataille et faire des trucs en fait. Donc c'est pas des dieux qu'on ne voit pas, c'est des dieux qui participent et tout. Et lui il nous raconte les histoires des dieux, les histoires de tout ce qui s'est passé, des guerres et tout, il y a 300 ans, et il était là. Genre il nous raconte ça, j'y étais, j'ai fait ci, ça, ça. Et notre jeune femme qui a 20 ans, c'est genre son histoire, genre l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'était un peu difficile de passer au-dessus de ce truc, j'avoue. Mais petit à petit on en parle mieux, surtout beaucoup mieux dans le tome 2. Et là c'est le début, ça commence, c'est incroyable, c'était magnifique, c'était très polaire à ce niveau-là, très romantique, polaire, la neige et tout. Et ensuite j'ai lu, bien évidemment, et je continuais parce que je pouvais pas m'arrêter. J'ai lu le tome 2, City of Ruin, et vous voyez que là il y a plus des flammes et tout, donc c'est un peu moins la neige, c'est un peu plus le désert. Franchement, big up à Le Pont des Tempêtes. Le Pont des Tempêtes c'est pareil, le tome 2 est plus désertique et tout, même si le tome 1 n'est pas du tout dans la neige. Mais donc voilà, souvent dans les romanticis c'est ça, on change de paysage dans le tome 2. Bref, le tome 2 est rempli. Vraiment, le début du tome 2, c'est de la romance, mais c'est de la romance à la Sarajimas, et plus précisément le tome sur Nesta, il y a beaucoup de scènes olé olé au début du tome 2, parce qu'en fait on a le début de notre romance dans le tome 1, toutes les scènes olé olé etc, ça se passe dans ce tome là en fait. Et donc il y en a beaucoup au début et ça se focus beaucoup sur la romance et tout, moi j'étais en mode incroyable, fantastique, magnifique, forcément il y a un truc qui va mal se passer. Parce que monde de fantasy, et donc du coup notre romance va être challengée et donc j'ai pleuré. et là vraiment le monde de fantasy est encore plus développé, c'est là que les dieux arrivent et qui sont présents genre dans le livre. Coucou, je suis le dieu du nord, de la neige et de machin, t'es là, ok monsieur. Bref. Et c'était incroyable, c'était trop bien, c'était trop cool. J'ai encore plus aimé que le tome 1, je crois que le tome 1 j'ai mis 4 étoiles parce que il manquait ce... Même si maintenant que j'y repense, franchement c'est vraiment un 5 étoiles. Mais bref, celui-là c'est pour sûr un 5 étoiles et un coup de cœur, ma vie. Ma vie, et le tome 3 va sortir bientôt et je vais me jeter dessus bien sûr, voilà. Ensuite j'ai tenté de lire ce livre là, donc Frost de C.N. Crawford, parce que c'était le copain Eric qui me l'avait recommandé, donc Eric de la chaîne Toshokan TV, qui l'a lu et qui a aimé, qui m'a dit que c'était une romantasy. Ça avait l'air d'être une romantasy aussi polaire, Frost et tout, donc je voulais trop tester, mais en fait ça m'a fait, c'était trop urban fantasy pour moi, ça m'a fait comme la saga Hades et Perséphone de Scarlett Sinclair là qui est sortie chez Hugo, où dans Hades et Perséphone, vous savez, c'est Perséphone qui en fait vit avec les humains et qui va à l'université, et elle va aller en boîte, et en boîte elle va rencontrer Hadès, et enfin vous voyez ce que je veux dire, j'étais en mode non, parce qu'on n'était pas dans un monde de epic fantasy. Et là Frost ça a fait pareil, et en plus je suis vraiment à fond dans la romantasy, épique romantasy, où on est vraiment dans un autre monde. J'ai un peu du mal quand on mélange notre monde à nous. Curse of Dark and Lonely ça allait, c'était bien fait je trouve, mais on n'était pas vraiment beaucoup dans notre monde quand même. Là c'est pareil, il paraît qu'après on va dans le... J'ai arrêté vraiment au tout début, et après on va vraiment aller dans le monde des féeries etc. Mais je trouve que les vibes et les personnages étaient trop contemporains, étaient trop romance contemporaine pour moi, où la jeune fille au début elle se fait larguer, elle retrouve son copain avec une autre femme, et donc elle part dans un bar, elle va se saouler et là elle va rencontrer le faking qui cherche une femme, et elle va l'insulter parce qu'elle est bourrée.
Et lui, genre il sort de sa voiture de sport, il a les cheveux noirs courts, il est en costard et il ressemble à Christian Grey. Et c'est un peu la star de la télé aussi parce que les faits se sont révélés aux humains. Et maintenant c'est devenu des stars à la Kardashian un peu. Et donc il passe souvent à la télé et donc elle le connaît parce qu'elle l'a vu à la télé. Et après elle l'insulte et après lui il est là. Ah, je vais faire de toi ma femme parce qu'en fait il a une malédiction où s'il tombe amoureux de quelqu'un, bah, cette personne va mourir. Et donc du coup faut pas qu'il tombe amoureux. Et il trouve cette femme qui l'insulte dans un bar et il se dit bon, candidate parfaite pour pas que je tombe amoureux. Et après ils vont dans le monde de Fairy, etc. Il y a d'autres choses. Je suis pas fan de ce truc là et donc du coup c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais si jamais vous avez aimé DC Perséphone et si jamais ça vous dérange pas ce genre de mélange un peu, je pense que vous allez aimer et ça va être traduit en français bientôt. Ensuite j'ai fini par lire Akomaf. Oui, je l'ai fini en mars. Donc ne me hâtez pas, je devais le finir bien sûr en février. J'ai annoté comme Jaja comme d'habitude. Et très fière et très contente de mes annotations. Si vous voulez voir un peu plus en détail mes annotations, j'en ai fait des TikTok et des réels et des trucs. Et je les montre aussi dans le vlog du coup, qui est spécial pour ce livre là. Mais donc voilà, toujours des stickers et des trucs. Oups, j'ai les stickers pour mon autre copie là qui vont sortir, bref. Incroyable, 5 étoiles, toujours le même coup de cœur. Pareil, trop contente de retrouver cette saga, de capter des trucs que j'avais pas capté au départ. Franchement, à chaque fois, je retrouve des petits trucs et je suis là, purée, mais oui, je me rappelais plus de ça. Et vraiment, c'est au moment de la relecture qu'on revoit tous ces petits détails. J'ai vraiment adoré, j'adore le fait que ce livre en particulier, mais tous les livres de cette saga parlent de santé mentale et parlent du fait que notre jeune femme, Feyre, qui a sa romantessie, a vécu la guerre dans le tome 1, là elle a combattu la méchante et tout, il s'est passé des trucs horribles, elle a dû tuer des gens et tout. En général, dans les romantessis, c'est bon, on a tué des gens, mais maintenant tout est bien qui finit bien, tout va bien. Et là on a la suite, les répercussions où Feyre elle est pas bien du tout mentalement et elle a du stress post-traumatique, elle est dépressive au début, elle veut plus vivre en fait au début de ce bouquin, donc forcément j'ai relate, hein, la dépressive de service ici. Et j'ai trouvé un personnage qui était comme moi, un personnage de romantessie, qui dans ce tome 2 trouve un endroit magnifique où elle est bien, où elle se sent chez elle, elle trouve des amis, elle trouve quelqu'un qu'elle aime et tout, et elle va mieux, elle a toujours des problèmes de santé mentale mais elle va mieux, et ça fait trop du bien de lire des livres comme ça où il y a des gens qui sont dépressifs et qui sont pas bien et qui ont leur happy ending et qui ont leur super romantessie alors qu'ils sont quand même, ils ont quand même ces maladies mentales, ils sont quand même pas bien. J'ai trouvé que finalement le Enemies to Lovers et tout le truc avec Rhysand était beaucoup trop exagéré, et maintenant que j'ai lu plein d'autres romantessis, je trouve que il y a plein d'autres romantessis où c'est beaucoup mieux fait niveau Enemies to Lovers. Là, Feyre, elle a zéro raison de détester Rhysand, Rhysable, si vous avez vu. Si vous avez vu mon vlog, je l'appelle Rhysable maintenant. Mais elle a zéro raison de le détester et donc le Enemies to Lovers n'est pas foufou quoi. Et puis oui, voilà, je trouvais que ça prenait trop de temps, je trouvais que ce livre était quand même un peu long. Donc en fait ma relecture a fait que j'adore toujours autant ce livre, mais j'ai perçu un peu plus les défauts cette fois-ci. Et je me suis rendu compte que, parce que je voulais vraiment comparer si c'était celui-là mon préféré de la saga ou le tome sur Nesta, et je crois bien que ça va être le tome sur Nesta. Maintenant que j'ai relu celui-là, je trouve que celui sur Nesta il est mieux dosé en fait. Les choses sont mieux réparties, même s'il a aussi ses défauts, mais les choses sont mieux réparties, bref. Et il y a Cassian là dans ce tome 2, on rencontre Cassian et Nesta et j'ai hurlé, je hurlais. Je hurlais. Et j'ai trouvé des erreurs de traduction aussi, si vous avez vu sur mes TikTok et tout. Il y a un moment ils ont traduit les toilettes alors que c'était pas du tout les toilettes. Ils ont dit que Feyre elle avait peint des fleurs sur ses toilettes alors qu'elle avait pas de toilettes du tout dans sa petite chaumière et qu'elle a pas peint de fleurs sur ses toilettes. Elle a peint des fleurs sur ses portes de placard qui s'appellent cabinets en anglais, et donc ils ont traduit ça toilette. Ça va pas du tout. Bref, il y a eu voilà quelques erreurs comme ça de traduction. Bon, j'en parle dans mon vlog donc je vais lire, voilà. Ensuite encore une romantessie coup de cœur. Je sais pas comment je vais choisir mon livre favori de l'année, ne me demandez pas. Je peux encore réfléchir, je sais pas comment je vais faire, je stresse déjà. Mais j'ai découvert une nouvelle romantessie favorite. Bonsoir, dites bonjour. C'est Daughter of No Words de Carissa Broadbent, qui est l'autrice
de l'un de mes livres préférés de l'année déjà, The Serpent and the Wings of Night. J'avais lu celui-là en premier, ça c'est sa première saga, ça c'est sa deuxième saga, j'avais lu celui-là en premier. Les deux sont assez différents où celui-là est plus sanglant, je le compare souvent à Nevernight où c'est très, voilà, très sanglant. Il y a une histoire de Hunger Games où on a une jeune femme qui doit gagner le Hunger Games et en fait elle va tomber amoureuse d'un homme qui est lui aussi dans le Hunger Games. Ils sont enemies to lovers, lui c'est un vampire, il est très sarcastique, je vais y arriver à dire sarcastique, il est très drôle, il est très badass, etc. Et vraiment romance enemies to lovers où elle est en colère, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai adoré, livre favori de l'année, celui-là aussi, c'est ça le problème, c'est que j'arrive pas à les départager, mais cette autrice favorite de l'année. Et ensuite j'ai lu son autre saga qu'elle avait écrit avant, je vais y arriver hein, vraiment, et j'ai adoré. C'est comparé à Throne of Glass, donc c'est comparé à Keleana, ça ce serait genre le Akotar et ça ce serait Keleana, mais to be honest c'est pas ça. To be honest, les deux c'est des romantécies adultes, très adultes, où il y a des thèmes hyper compliqués et sanglant, etc. Et c'est pas Akotar, c'est encore pire que Akotar si je puis dire. Akotar c'est déjà de l'adulte et ça a été vendu comme du young adulte, mais Keleana je pense que c'est du young adulte et ça c'est pas du young adulte, enfin bref. Et en plus je crois que, enfin j'ai pas encore lu Keleana mais je trouve que ça a un peu rien à voir, bref. Mais donc, c'est incroyable, magnifique, fantastique, c'est une romantécie où on a cette jeune femme qui s'appelle Tisana, qui vit dans un pays et qui vit dans un pays de ce monde de fantasy qui est esclave. En fait elle a été enlevée à sa maman à l'âge de 6 ans je crois, elle était hyper jeune, ou des esclaves, enfin des esclaveurs, non attendez, des traiteurs d'esclaves, je sais plus comment on dit en français, mais ces pourritures là ils l'ont acheté et ils l'ont enlevé, enfin ils l'ont séparé de sa maman elle a eu un destin tragique aussi, et en fait elle est esclave depuis qu'elle est petite, et notamment depuis son adolescence elle intéresse aussi les hommes niveau sexuel, etc. Donc il y a tous ces trigger warnings là, ou viol, etc. ou maltraitance psychologique, physique, etc. Même si là les scènes de viol sont pas décrites, par contre les scènes de maltraitance physique, etc. il y en a aussi, donc faites attention, gros trigger warning. Mais donc notre jeune femme, voilà, au début elle est esclave et en fait elle va se sortir de ça en tuant son maître, donc le monsieur qui l'a acheté là, elle va le tuer et elle va s'enfuir dans un autre pays où elle va retrouver des gens qui ont de la magie et qui ont de l'influence et qui sont un peu forts, qui ont des pouvoirs et tout, pour ensuite elle veut se faire copain avec eux et elle veut elle-même développer sa propre magie parce qu'elle a un petit peu de magie aussi, et elle veut ensuite retourner dans son pays pour libérer tous les autres esclaves. Et donc elle arrive dans ce nouveau pays et en fait elle va vouloir développer sa magie parce que c'est une Valtane, donc en fait il y a aussi ce truc de magie où il y a la lune et le soleil, et les gens qui aiment bien la lune, ceux qui aiment bien le soleil, vous voyez, et qui ont des pouvoirs différents. Elle est à demi Valtane, donc elle est à demi ceux qui ont du pouvoir rapport avec la lune, et donc ce qui fait que ceux qui ont ce pouvoir, donc les Valtane, ils sont albinos, donc du coup ils ont la peau toute blanche, les cheveux tout blancs, etc. Et elle, comme elle est à demi Valtane, elle a comme des taches de peau un peu dorée et de peau très très blanche, et pareil dans ses cheveux, elle a les cheveux blancs et les cheveux aussi un peu blonds parce qu'elle est à demi normale, humaine. Et à demi Valtane, et elle a quand même des pouvoirs et elle va vouloir développer ses pouvoirs, et donc là-bas elle va vouloir avoir un entraîneur, quelqu'un pour l'aider à développer ses pouvoirs, et la seule personne qui peut l'aider c'est un monsieur qui a un nom mais long, il est hyper long son nom, et à chaque fois on rigole de ça parce que ridicule son nom, mais j'adore. Mais son surnom c'est Max, donc il s'appelle Max, et c'est un monsieur qui est très très grognon. C'est un monsieur qui est reclus dans une cabane au fond du jardin. C'est un jardin qu'il a créé lui-même et qui est vraiment une cabane dans la forêt en fait, et il voit personne, il est très asocial, il déteste tout ce qui est social, tout ce qui est événement social, et donc j'ai beaucoup relate. Il a déjà vécu une guerre, il a déjà été militaire et il a déjà été responsable de la mort de certaines personnes, et ça l'a vraiment traumatisé, il est vraiment pas bien. Et en fait, mais il est connu, c'est un général qui est reconnu, etc. Et donc nous, notre jeune fille Tisana, elle va aller s'entraîner avec lui. Au début bien sûr il veut pas parce qu'il veut plus rien avoir à faire avec la guerre et avec la magie, etc.
Et bah Tisana elle est tellement mimes, elle a tellement ses plans sont tellement héroïques, elle veut retourner dans son pays pour délivrer tout le monde et tout, que lui il est en mode ben il est obligé d'accepter quoi. Parce que en plus déjà elle est trop mimes, elle sait le persuader et en plus sa quête est très très héroïque et donc du coup il est là bon. Il est vraiment obligé parce que c'est un héros lui aussi. Ils ont même ce truc où ils ont la barrière du langage au début parce qu'elle vient d'un autre pays et donc elle parle pas très bien la langue de ce nouveau pays. J'ai adoré ce truc, c'était trop mignon, c'était vraiment le truc dans les romances monstres, vous savez, dans les romances aliens où ils se comprennent pas trop. C'était trop mime. Il y avait ça, j'ai trop aimé. C'était vraiment un Grumpy Sunshine où le monsieur il est très très abîmé par la vie, très grognon et tout. Et elle est très mimes et elle arrive à le faire sortir de son état grognon de temps en temps. En fait il peut pas être énervé contre elle parce qu'elle est trop mimes. Et j'ai adoré leur relation, c'est trop roman, c'est incroyable. Il y a une scène olé olé dans ce tome et c'est tellement bien fait. Alors dans l'autre saga, c'est un peu plus adulte, je dirais, un peu plus décrit. Ici, un peu moins décrit et pourtant incroyable. Enfin, décrit comme il faut. Je trouvais que... Enfin, moi, ça me va. Pas besoin d'autant de détails que là-dedans, mais c'était bien aussi. Mais bref, moins de détails dans celui-là. Toujours cette notion du bien et du mal et de qui sont les méchants et les gentils. Et en fait, on sait pas trop et en fait, on se pose des questions tout au long du livre. Et vraiment, le monde de fantasy épique. Il y a un plot twist qui se passe au milieu, un truc important qui se passe au milieu qui change tout et je pleurais, déjà je pleurais parce que les deux la romance en fait s'est développée de manière très slow burn et très mignonne et très bien où vraiment ils se connaissent pendant 6 mois et pendant 6 mois ils traînent ensemble et ils apprennent à se connaître et je trouvais que c'était très bien fait et ils avaient des moments dans la romance qui étaient tellement intenses où c'était des trucs de vie ou de mort, où ils se regardaient dans le blanc des yeux là, et où ils allaient mourir, et moi j'étais là, je pleurais, donc bref, voilà, j'ai adoré, c'était vraiment trop bien. Il faut que je lise le tome 2, il faut que ce soit traduit, j'ai trop hâte que ce soit traduit, franchement, Bookmark ils vont traduire déjà celui-là, donc peut-être que aussi ils peuvent faire ça aussi, on verra. Ensuite, j'ai lu ce petit livre, cette petite romance FF parce qu'en fait c'est les éditions Slalom qui m'ont contacté pour recevoir ce livre pour faire partie du book tour. En fait on va faire des posts Instagram, en fait il y a plusieurs bookstagrammeurs heureuses qui ont été choisis pour recevoir le livre et pour en faire un post Instagram du coup. Et de la semaine, ça commence cette semaine où je suis en train de filmer là, donc ça sera déjà passé quand vous verrez cette vidéo. Mais toute la semaine, il y a des gens qui vont poster du coup qui vont donner leur avis sur ce bouquin, et dont moi qui vais poster un post spécial sur Instagram. Et donc j'ai reçu le livre et j'ai dit oui parce que romance FF, j'avais trop hâte. J'ai remarqué que c'était un livre que j'avais déjà vu en anglais, donc c'est de Falling in Love montage, si vous l'avez vu passer en anglais. Mais donc ici, donc c'est l'histoire de Saoirse. Elle insiste sur comment se prononce son prénom parce que c'est un prénom irlandais dur à prononcer. Donc c'est Saoirse qui est une jeune fille de 17-18 ans qui vient de passer son bac, qui a des soucis parce que sa maman est atteinte de démence précoce. Donc sa maman est déjà dans un hôpital spécialisé pour qu'on s'occupe d'elle parce qu'elle se souvient plus du tout de sa vie, de sa fille, de son mariage, etc. Voilà. Elle a atteint de démence précoce et du coup Saoirse elle a du mal à vivre ça en fait, à voir sa mère qui ne se souvient plus de rien. Et son père du coup refait un petit peu sa vie, se retrouve une nouvelle copine et tout, et Saoirse elle est très énervée. Voilà, elle est très énervée de tout, de ce qui se passe à l'école aussi. Elle a sa meilleure amie qui n'est plus sa meilleure amie parce qu'il y a eu des histoires, et elle sortait avec une fille qui s'appelle Anna et Anna l'a quittée, et donc du coup elle est aussi énervée parce qu'elle s'est fait larguer aussi, et elle est très énervée Saoirse. Mais elle va rencontrer une autre jeune femme qui s'appelle Ruby et elles vont avoir cette petite histoire d'amour pendant l'été, juste le temps d'un été, parce que chacune va partir dans une université différente. Et en plus Saoirse elle vient de
de rompre avec son autre petite amie et elle a pas envie de se remettre en couple et de recommencer ce cirque, mais elles vont pas pouvoir s'empêcher de se rapprocher quand même et elles vont entamer une relation qui va durer un été en fait, sachant que notre jeune fille Ruby elle adore les comédies romantiques, donc tous les films romantiques très connus là aux États-Unis et tout, et Saoirse elle déteste les comédies romantiques, d'où le titre. Mais comme elle veut sortir avec Ruby, elle va quand même laisser Ruby faire ces petits trucs de comédie romantique où vraiment elles vont avoir des dates, elles vont reproduire des trucs qu'il y a dans ces films. C'est très mignon. Moi j'ai un souci avec déjà cette période passer le bac et aller à l'université et tout, c'est gros trigger pour moi. Ça s'est mal passé pour moi et tout, donc voilà. Mais j'ai beaucoup relate à ce qui se passait parce que vraiment, je suis passée par cette période-là, donc voilà, je relate. Mais ça me fait toujours un petit trigger d'avoir cette période-là, j'étais un peu... Et puis trigger aussi avec la jeune femme qui est très très énervée et qui gère tous ses problèmes par la colère en fait. Et elle parle très très mal à son père, elle parle très très mal à tout le monde en fait, parce qu'elle est énervée à cause des trucs qui lui arrivent. Et au fur et à mesure du bouquin, elle va se calmer un petit peu quand même. Mais c'est des trucs avec lesquels j'ai du mal parce que pourquoi être énervée? En fait, il y a zéro raison pour moi et ça m'énerve que les gens soient énervés. Bref. Et donc voilà, j'ai eu un peu du mal avec ça, mais la romance est trop mignonne entre les deux. Très très mignonne. Et c'est surtout une romance... Bon, je vous avoue que la fin, je suis pas convaincue parce que moi j'aime un truc en particulier. Mais c'est ce genre d'histoire où il y a un personnage qui dit que on ne rencontre pas la personne qui va être la personne de notre vie, mais plusieurs personnes qui vont être les personnes de notre vie au fur et à mesure de notre vie. Et donc ce livre c'est sur ça, c'est sur le fait qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un et qu'après on peut tomber amoureux de quelqu'un d'autre et après quelqu'un d'autre, et vous voyez, la vie continue, etc. Je suis très romance à Cotard où c'est l'âme sœur, on reste avec une seule personne et tout. Je suis un peu trop habituée à ces trucs là. Mais je trouvais que le message était super sympa et super dans une petite romance young adulte. Et surtout je suis trop contente que ce livre soit dispo pour les jeunes gens qui sont au lycée en ce moment. Moi si j'avais eu ça entre les mains quand j'étais au lycée, j'aurais été trop contente. J'avais zéro romance FF comme ça quand j'étais au lycée. J'avais déjà des romances comme ça, mignonnes, young adultes, où ils sortaient ensemble le temps d'un été. J'avais lu 10 milli, des trucs comme ça, c'était hyper toxique. Mais vous voyez les 10 milli, etc. J'en avais à l'appel, mais pas des FF, et maintenant il y en a. Et c'est très mignon, et c'est pas aussi toxique que 10 milli. Et même si j'avais adoré 10 milli à l'époque. Mais voilà, et c'est très bien et c'est très mise. Et si vous travaillez, je sais pas, en CDI ou en... je sais plus comment ça s'appelle au lycée, mais si vous travaillez avec des jeunes qui sont au lycée, collège c'est quand même un peu... ils sont un peu trop jeunes, c'est quand même des gens qui sont fin terminale, mais... Donc voilà, mettez ça dans des CDI, mettez ça entre les mains des lycéens parce que j'aurais trop aimé avoir ça, moi, à l'époque, perso. Et puis enfin hier, la journée d'hier, j'ai lu ce livre-là. J'ai lu Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson, qui est la suite de Sorcery of Thorns. C'est vraiment... c'est pas la suite genre un énorme livre. C'est une petite suite. C'est comme un petit bout de Sorcery of Thorns qui est juste là, qui est juste à part, mais qui est la suite. Mais qui est pas un tome 2 ou qui est pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste une petite suite, je sais pas comment vous dire. Mais j'ai adoré et ça m'a rappelé à quel point j'ai aimé Sorcery of Thorns parce que j'ai eu tendance à l'oublier en fait. Je me disais ah finalement il y a... Parce que j'ai d'autres coups de cœur entre temps et je suis là ouais vraiment livre préféré c'est vraiment celui-là ou celui-là. Et en fait j'avais oublié à quel point Sorcery of Thorns c'est the livre pour moi et Margaret Rogerson c'est the autrice. Je trouve que son écriture est parfaite et je trouve que ce qu'elle fait c'est parfait. Et donc quand j'ai envie d'écrire un livre, d'écrire une romantessie, j'écrirais ça, j'aurais écrit ça. Si je devais écrire un livre, j'écrirais ça. Mais exactement. C'est pour ça que j'ai du mal à me mettre à l'écriture parce que je me dis c'est déjà fait. C'est déjà à présent, c'est déjà parfait pour moi, c'est parfait. C'est vraiment mon livre préféré, vraiment de relire ça, j'ai pleuré de joie parce que j'ai retrouvé ces personnages. J'avais l'impression de lire un petit bonus de Sorcery of Thorns, ça faisait trop longtemps que je les avais pas vus, trop longtemps que j'étais pas dans cet univers, et là de les retrouver, de replonger dans l'univers, j'ai pleuré, j'étais tellement heureuse.
C'était incroyable. On retrouve Elisabeth et Nathaniel et d'autres personnages, je vous spoil pas du coup Sorcery of Thorns, mais il y a d'autres personnages. Et on retrouve tout ce que j'ai aimé dans Sorcery of Thorns, où on a une petite intrigue, un petit truc aussi dans ce tome, où ils sont dans le manoir, donc dans le manoir de Nathaniel, qui est un manoir très ancien, qui est protégé par de la magie. Et en fait la magie commence à faire n'importe quoi autour du manoir et à créer un cyclone autour du manoir, où il y a tous des arbres qui poussent trop et qui, enfin bref, ils peuvent pas sortir du manoir, ils sont confinés, et ce qui est un peu rigolo je trouve, parce que je crois que l'autrice a écrit ça pendant le confinement. Ça fait un peu écho à ce qu'on a vécu pendant le confinement. Mais donc ils sont obligés de rester, ils sont coincés dans leur manoir et ils doivent savoir ce qui se passe, ils doivent réparer la magie qu'il y a autour du manoir pour pouvoir non seulement sortir mais aussi organiser un bal, parce qu'il y a un bal qui doit avoir lieu avec les sorciers et tout, et c'est autour de Nathaniel de l'organiser, donc c'est dans son manoir que ça se passe. Et bref, les gens peuvent pas venir parce qu'ils peuvent pas rentrer. Et donc ils doivent trouver ce qui se passe, voilà, ce qui se passe avec ça. Et c'est une intrigue, mais c'est une intrigue d'un génie. C'est comme dans Enchantment of Ravens, quand il est là. Il est là. Quand les gens ont dit que le plot c'était la romance, et bah là c'est pareil. Dans Sorcery of Thorns, le plot n'est pas tellement la romance, il y a plus un méchant, un bidule. Mais là vraiment le plot c'est la romance, et le plot, enfin l'intrigue a rapport avec la romance. Et la solution de l'intrigue c'est la romance. Je vous jure, je trouve que c'est un truc tellement bien fait, c'est du génie, ce qui fait que notre intrigue elle avance, mais il faut que notre romance elle avance en même temps pour que l'intrigue avance. Incroyable, magnifique, fantastique. Et on pourrait se dire bon bah c'est la fin de Sorcery of Thorns, on a déjà une autre romance, c'est bon, ils sont ensemble, ils font plus rien. Mais en fait non. Du coup, on a cette romance qui est remise en jeu à cause du petit mystère et tout. On a toujours ce truc aussi qui était aussi dans Sorcery of Thorns et qui est dans tous les livres de Margaret Rogerson et que je trouve incroyable, où en ce moment les gens adorent la cozy fantasy. Et moi je trouve que ça c'est de la cozy fantasy mais spooky, genre ça fait peur. Genre un petit peu mystérieux et tout. Normalement j'aime pas trop tout ce qui est spooky et tout, mais c'est tellement cosy. Genre ça parle de fantômes, se dit purée les fantômes et tout, ça fait peur. Mais en fait les personnages eux-mêmes n'ont pas peur, notamment Elisabeth qui est toujours aussi badass. Elle est là avec son épée et elle a peur de rien et elle se balade partout dans le manoir avec son épée. Et Nathaniel lui par contre il a peur. De temps en temps il y a des trucs qui se passent, il est en mode mais en fait il est avec Elisabeth qui est trop badass et donc il est là. Ouais non en fait c'est bon, je suis tranquille. Et vraiment c'est tellement cosy, c'est vraiment, ils doivent résoudre ce mystère, il se passe des trucs surnaturels, mais en même temps ils s'arrêtent un petit coup pour boire un chocolat chaud et prendre le thé et se reposer un peu et tout, et c'est... J'ai pleuré du level de cocooning dans ce livre, je vous jure, c'est incroyable. On retrouve nos personnages aussi, on a toute cette conversation avec le bien et le mal aussi, c'est un truc que j'aime bien dans les livres et que Margaret Rogerson fait d'une façon incroyable avec un personnage en particulier. Si vous avez lu Sorcery of Thorns, vous savez, mais on retrouve ça dans ce livre où vraiment c'est la conversation est hyper intéressante, où elle nous fait des personnages comme Elisabeth par exemple, qui est vraiment une héroïne qui est good en fait, qui est un héros, qui est une héroïne qui est gentille, qui est trop cool et qui fait tout des trucs gentils. On a Nathaniel qui est un petit peu entre les deux, qui est très gentil aussi, mais de temps en temps quand il y a des choses à faire qui sont pas très agréables, bah il les fait quand même. Et on a un autre personnage qui est complètement moraligré et qui est complètement gris et qui est censé être méchant mais qui n'est pas si méchant, mais c'est fait d'une manière très intéressante parce que souvent voilà les méchants moraligrés c'est qu'en fait finalement ils sont gentils. Que là la manière dont c'est fait c'est hyper intéressant je trouve. Et donc il y avait ça, il y avait le truc de spooky mais cosy, j'ai retrouvé mes petits personnages préférés, la romance incroyable, Nathaniel et Elisabeth ils sont vraiment trop cool. Nathaniel il est hyper sarcastique et hyper drôle et il fait toujours des blagues, et Elisabeth elle est très terre à terre et très terre à terre, du coup lui il fait des blagues et elle fait... Et c'est tout genre. Et c'est très drôle, j'aime trop leur dynamique entre les deux. Et j'aime trop le fait qu'elle soit hyper badass et tout. Et que lui il soit à côté en train de faire des blagues. Et lui il est badass aussi à sa façon parce qu'il a de la magie. Parce que lui il peut contrôler la magie et tout. Elisabeth elle peut pas faire de la magie, mais elle est hyper badass avec son épée. Il y a de la représentation pour notre personnage Nathaniel. En fait il a un handicap qui est des suites de ce qui s'est passé dans Sorcery of Thorns. Il a une
une jambe qui marche plus bien et donc il a une canne, il marche avec une canne et tout. Et c'est vraiment hyper bien intégré dans tout ce qui est action et tout, où ils sont en train de courir, ils ont des trucs à faire. Et lui il peut plus, à un moment il peut plus courir, sa jambe elle marche plus et tout. Et donc Elisabeth elle est obligée de le soutenir et de l'aider. Et je trouve ça incroyable, c'est vraiment, on a dit masculinité toxique, zéro. Et j'adore. Il est, Nathaniel il est bi aussi, donc de temps en temps on voit qu'il a eu des relations avec des hommes et tout, et c'est abordé de façon juste, c'est mis comme ça. Et c'est tout. Et incroyable, incroyable. Et Elisabeth, c'est une jeune femme qui est très très grande aussi, elle est aussi grande que lui. Elle le dépasse même, je crois. Je crois qu'elle est un peu plus grande que lui. Et ça, pareil, dans les romances en général, il y a... Vous voyez, il n'y a pas ça, il y a toutes des petites représentations comme ça, très spécifiques que j'adore et qui sont si cocooning et qui sont incroyables. J'ai pleuré en lisant ce bouquin parce que j'ai pleuré de joie. J'étais trop heureuse. Margaret Rogerson, la queen, il n'y a pas une seule page, il n'y a pas une seule phrase qui est pas bien. Pas une seule. J'ai commencé à annoter. J'ai vite arrêté parce que je voulais annoter chaque phrase. Donc au bout d'un moment j'ai fait bon. J'ai arrêté et surtout je l'ai écouté en audio sur Nextory. L'audio était vraiment cool. Je l'ai écouté en anglais parce qu'il n'est pas encore sorti en français mais il va sûrement sortir. Mais il est en audio en anglais sur Nextory. L'audio est trop cool. Très ambiancé et tout. Et du coup j'ai écouté la suite en audio et j'ai pas annoté la suite parce que vraiment j'annoterais chaque phrase quoi. C'était bref incroyable. Et cette couverture de Charlie Bowater à chaque fois. Que demande le peuple, je veux dire, bref. Donc voilà, j'ai lu ça hier et pour l'instant c'est tout. Je suis en train de rien lire pour l'instant, il faut que je reprenne. Il faut que je continue. Mais donc c'est tout pour ce bilan lecture qui est un peu beaucoup long. Voilà, mais parce que j'en fais une fois tous les 36 du mois et donc c'est pas souvent. Sur ce, je vais vous laisser tranquille. Si vous savez pas trop quoi me mettre comme commentaire mais que vous voulez quand même me soutenir en mettant un petit commentaire, mettez un emoji papillon. Parce que je pense, je repense et je repense et je repense à cette saga que j'ai trop aimée. Et les papillons sont très très importants dans cette saga. La jeune fille, sa magie, elle fait que de faire des illusions où il y a des papillons et tout. Et donc bref, c'est très joli et c'est très mimes. Donc mettez des papillons. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Ouais.